مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مال المغرب من Washington on Median TV. Thanks as always for joining us. Well, we have a lot of news to discuss Bonjour, today. bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. En fait, nous avons aujourd'hui plusieurs sujets à évoquer. D'abord, il y a deux événements majeurs avec des implications importantes pour les États-Unis et le Moyen-Orient. Au cours des derniers jours, la Chine a négocié un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui conduira à la restauration des relations diplomatiques entre les deux pays. Et on peut s'interroger sur le sens d'un tel développement pour les États-Unis et leurs alliés dans la région. Nous reviendrons également sur la faillite de deux grandes banques américaines pour essayer de comprendre quelles en sont les conséquences pour le système financier américain et pour l'économie mondiale. Et nous verrons si ces événements préfigurent une nouvelle crise financière semblable à celle de 2008. Nous évoquerons enfin la perspective des élections présidentielles aux États-Unis, car bien que 2 ans nous séparent encore de ce rendez-vous, la course à la Maison-Blanche a déjà démarré. L'ancien président américain Donald Trump a annoncé sa candidature en novembre, de même que l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ex-ambassadrice aux Nations Unies Nikki Haley, qui compte affronter Donald Trump lors des primaires républicaines. Mais d'autres membres du parti de l'éléphant devraient encore postuler. La bataille la plus importante pourrait bien opposer le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à Donald Trump. Côté démocrate, on s'attend à ce que le président Biden annonce sa candidature. Le 46e président des États-Unis aura 82 ans lors des prochaines élections et s'il l'emporte, il terminerait son second mandat à l'âge de 86 ans, ce qui ferait de lui le président américain le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Concernant cette candidature, l'épouse du président Biden a déclaré lors d'une entrevue exclusive accordée à Associated Press que son mari avait déjà pris sa décision et qu'il ne restait pratiquement plus qu'à fixer l'heure et le lieu de l'annonce officielle. Nous verrons donc à quoi les Américains doivent s'attendre. Donald Trump sera-t-il à nouveau désigné pour représenter le parti républicain? L'âge de Joe Biden peut-il poser un problème? Et si oui, quelle figure du parti démocrate serait en mesure de s'imposer à sa place? Nous nous interrogerons enfin sur le poids de la politique étrangère lors de ces élections. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux spécialistes. Le premier, notre fidèle consultant, Mark Feifley, PDG de l'agence de communication Off the Record Strategy, basée à Washington. Je rappelle qu'il a servi dans l'administration du président George W. Bush comme conseiller adjoint à la sécurité nationale pour la communication stratégique et internationale. Avec nous aujourd'hui également, Crystal Patterson. Elle dirige actuellement Washington Media Group. Auparavant, elle a travaillé pour le compte de Facebook et du Center for American Progress. Elle a également été membre de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton et avant cela a été directrice communication au bureau du sénateur Edward Moore Kennedy. Soyez les bienvenus. Je vais commencer comme il est de coutume sur ce plateau par donner la parole à Mark Feifley. Mark, permettez-moi d'attaquer par l'accord saoudo-iranien conclu sous l'égide de la Chine en vue de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, quel est le sens de cette réconciliation annoncée? S'agit-il d'une victoire pour l'Iran? Qu'en est-il de l'influence chinoise dans la région et comment les États-Unis voient-ils cet accord? Sommes-nous pour ou contre? Y a-t-il eu une approbation tacite ou s'est-il préparé dans le secret? What actually happens. They announce an agreement. Are there activities that come out of it? So for Iran, yes, it does make Iran. Je pense que cela dépendra de ce qui se passera réellement après l'annonce de cet accord et des événements qui en suivront. Certes, pour l'Iran, l'accord signifie plus de puissance tout en continuant à trouver des moyens de produire son arsenal nucléaire. Il semble également que l'Iran essaie de montrer une légère tendance à la modernité après les défis auxquels il a été confronté en matière de droits de l'homme et de droits des femmes. Oui, l'Iran a peut-être introduit certaines réformes, même si cela est ambigu et nous verrons. Quant à la Chine, Pékin cherche des activités qu'elle peut mener sur la scène internationale afin de gagner une certaine légitimité. Ainsi, l'accord se traduit également par plus de pouvoir pour la Chine,
En ce qui concerne l'Arabie saoudite, nous ne savons pas exactement ce qu'elle fera, car ce pays possède d'énormes réserves de fonds et de pétrole. Ici, la question se pose surtout autour de ce qui résultera de la médiation chinoise. Aboutira-t-elle à des relations militaires avec la Chine? Ce sera très difficile, car l'Arabie saoudite est historiquement habituée aux armes américaines, où cela aboutira-t-il à une sorte d'arrangement financier qui aidera les trois pays en termes de ressources et de pétrole? Bien évidemment, la Chine a besoin du pétrole de l'Iran et de l'Arabie saoudite pour maintenir son économie, et je pense que l'un des défis qui résultera de cet accord pour les États-Unis est la nécessité d'établir des priorités en termes de relations avec l'Arabie saoudite, car la Chine ne cesse de continuer à jouer des mauvais rôles sous diverses formes. Comme vous vous en souvenez, Adam, lorsque vous étiez au département d'État américain, nous nous concentrions aux États-Unis uniquement sur les événements les plus intenses. D'ailleurs, lorsque j'étais un fonctionnaire au sein du gouvernement américain, 50% de notre travail à l'époque se concentrait sur l'Irak, 25% sur l'Afghanistan et les 25% restants sur d'autres événements partout dans le monde. Actuellement, la bureaucratie américaine se concentre principalement sur l'Ukraine en maintenant l'alliance avec l'Europe, mais il ne faut pas oublier que la Chine est devenu un acteur dynamique en menant des activités immédiates pour renforcer sa position dans l'économie mondiale et sur la scène internationale. Crystal, tournons-nous vers les affaires intérieures américaines avec leurs implications internationales. Deux banques américaines ont récemment annoncé leur faillite. Il s'agit de Silicon Valley Bank et de Signature Bank. D'ailleurs, cette dernière est la troisième plus grosse faillite de l'histoire du secteur financier américain. Suite à ces événements, la Banque centrale américaine et le département du Trésor ont commencé à prendre des mesures pour protéger les dépôts des clients et rassurer les marchés. Mais cette crise a brouillé les repères du système financier international et ébranlé toutes les certitudes. Alors a-t-on raison d'avoir peur d'une nouvelle crise financière? Pensez-vous que la situation aujourd'hui est similaire à ce qui s'est passé en 2008 ou au contraire que les mesures gouvernementales précitées sont suffisantes pour rassurer les marchés? Great question. I think it's understandable that people are nervous right now. These are, big failures and big dollar amounts that we're talking about. I do think this is very different from C'est une très bonne question. C'est tout à fait normal qu'il y ait une inquiétude générale. Il s'agit d'une faillite majeure quand même. Mais je pense également que ce qui se passe aujourd'hui est différent de 2008, car les raisons de la faillite de ces banques sont différentes elles aussi. Dans le cas présent, la raison en est qu'ils ont acheté des obligations conventionnelles qui ont soudainement perdu de la valeur en raison de la décision. La Réserve fédérale, la Fed, a décidé d'augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation. D'autant plus que les défis qui ont accompagné ces changements sont liés au mécanisme des banques pour dériver précisément les prix de l'immobilier. Mais ces banques ont délibérément choisi des méthodes classiques de gestion de crise. En fait, la raison de la différence par rapport à 2008, c'est aussi la rapidité avec laquelle la direction a pris des mesures pour éviter la méfiance qui s'est produite bien avant. Ce que nous avons appris de 2008, c'est que les dirigeants ont été lents à réagir et n'ont pas fait grand-chose pour y remédier. Il y a donc des leçons à tirer de 2008, mais comme nous le constatons, tous ces problèmes ont de sérieuses conséquences sur le débat politique. Oui, et vous pouvez voir qu'ils ont déjà commencé à prendre des mesures. D'ailleurs, un représentant du Parti démocrate a parlé de l'efficacité de l'administration Biden dans la gestion de cette crise, même si je suis sûre que les discussions qui suivront porteront sur la recherche des causes surtout de cette situation actuelle et puis travailleront à limiter la crise aux deux banques en faillite et ne pas l'étendre à l'échelle nationale. Par conséquent, le gouvernement américain s'efforce maintenant de garantir les dépôts et ce sont des questions importantes qui se posent. La plus importante de toutes est que les électeurs et les consommateurs veulent connaître les tenants et les aboutissants de l'affaire. Alors, cela peut également être possible par le biais d'une discussion ouverte et d'un dialogue politique approfondi, ce qui est sans aucun doute un véritable acquis. On the Iran deal, potentially significant, but Bien qu'il soit encore trop tôt pour évaluer toutes les conséquences de l'accord irano-saoudien, il s'agit là d'un développement majeur sur le plan géopolitique. Grâce à cet accord, l'Arabie saoudite obtiendrait que l'Iran cesse de soutenir les rebelles houthis au Yémen
De son côté, l'Iran, en quête de reconnaissance internationale, va pouvoir sortir de son isolement et renouer avec les pays de la région, un scénario qui semble aujourd'hui se dessiner. Mais qu'attend la Chine de cet accord? Il est important de souligner que Pékin en est le garant et que si l'Iran ne respecte pas ses obligations, la Chine en serait le premier responsable. Et il est légitime de s'interroger sur le fait de savoir si elle a les moyens de forcer l'Iran à respecter ses obligations. Franchement, j'ai beaucoup de mal à croire que l'Iran puisse devenir du jour au lendemain un acteur responsable sur la scène internationale. Mais l'avenir nous le dira. En ce qui concerne la crise financière, je pense que les gens ont le droit d'exprimer leur inquiétude, même si je pense que les plus préoccupés par cette question sont le président Biden, la secrétaire au Trésor et le chef de la Réserve fédérale des États-Unis qui ont réagi avec beaucoup de célérité en prenant des décisions radicales. Mais d'un autre côté, je ne pense pas qu'il y ait de véritables menaces de crise financière semblables à celle de 2008. Alors pourquoi? D'abord, parce que notre système financier aujourd'hui est beaucoup plus solide. Également parce qu'il y a des garanties et enfin aussi parce que le gouvernement américain agit rapidement. Alors je me retourne à présent vers Marc. Pouvez-vous nous éclairer sur l'agenda politique d'ici 2024? Parlez-nous du calendrier des primaires. Comment les médias et les politiciens vont-ils gérer les rendez-vous à venir? So former President Trump got into the race very early. He was trying to hedge against all these other candidates coming in. So he announced just before the holidays in November. Then you saw En effet, l'ancien président Donald Trump a démarré sa course à la Maison-Blanche très tôt. Il a annoncé sa candidature en novembre dernier, puis l'ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, est entrée elle-même dans cette course en attirant l'attention, mais pas beaucoup quand même. En fait, le vrai rival est le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a remarquablement laissé entendre qu'il entrerait dans la course à la candidature. Il a écrit un livre suivi d'une visite dans l'État de l'Iowa qui verra, comme je l'ai mentionné, la première conférence des électeurs du Parti républicain. Il y a de fortes chances qu'il se présente, mais il veut tenir une session législative d'abord dans son État avant d'annoncer son candidature. Actuellement, l'État de l'Ohio, la Caroline du Sud et New Hampshire assisteront à des rassemblements de soutien populaire dans ces États et nous verrons plusieurs discours électoraux dont DeSantis parlait en Floride de ce qu'il présentera en tant que candidat de la présidentielle des États-Unis, d'autant plus des questions sociales et culturelles telles que l'éducation et d'autres questions sensibles seront l'axe des diverses contraintes et défis. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant faire une courte pause. Restez bien avec nous. مشاهدينا الكرام, welcome back to Mal Maghreb in Washington, where today we are talking about a lot of things, but right now we're focusing on the Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur de nombreux sujets et nous allons nous concentrer dans cette deuxième partie sur les caractéristiques des prochaines élections présidentielles américaines de 2024. Avant la pause, Marc a exprimé sa vision de ce qui risquait de se dérouler dans la perspective de ces prochaines élections. Et il a fait référence aux nombreuses enquêtes criminelles menées par le département de la justice dans l'État de Géorgie et par d'autres tribunaux aux États-Unis contre l'ancien président Donald Trump. Des questions qui vont retenir l'attention des électeurs, faire couler beaucoup d'encre et qui auront assurément un impact sur les primaires du Parti républicain. Je me tourne à présent vers Crystal pour évoquer les primaires chez les démocrates. N'est-il pas surprenant que le président Biden, qui aura 82 ans en 2024, veuille encore postuler à la présidentielle? Vous attendez-vous à ce qu'un autre candidat démocrate s'oppose à lui s'il exprime sa candidature? Je crois que le Parti démocrate est en bonne position. Nous sommes prêts pour la campagne 2024. Il y a un fort soutien derrière le président Biden et les membres du parti sont en général satisfaits de sa manière de gérer les crises majeures. Il a réussi à bien gérer plusieurs crises politiques en ce qui concerne l'économie et la politique étrangère et il l'a fait sans abandonner les principes du parti ni laisser tomber les électeurs du centre modéré. Il sera clair de surveiller maintenant la direction du président vers le centre, le milieu à l'avenir, quelle que soit la nature de ce milieu.
Bien évidemment, certains changements peuvent intervenir dans sa gestion de certaines questions, telles que la criminalité et l'immigration, et franchement, les questions économiques resteront la priorité pour lui. Je pense qu'il y a un certain consensus autour de lui et je ne pense pas qu'il rentrera une véritable rivalité. Oui, son âge est en effet un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, mais Joe Biden a vraiment pu réaliser une performance qui a satisfait les électeurs démocrates. De plus, le président a également laissé la place aux membres de son parti pour bénéficier de leur campagne électorale. Got it. Okay, Mark. Marc, Give us your pensez-vous qu'un sense of candidat the puisse best vaincre Trump aux primaires républicaines? in the primaries for the nomination. And what Et will they have to do to que win devra-t-il enough faire pour votes gagner suffisamment de voix afin de to s'assurer le ticket du secure the parti? nomination? Well, the number one person that a lot of Republicans are looking at, the people that are kind of tired of kind of Donald Trump and his leadership tactics. And I think they're looking Le at premier rival de Donald Trump Florida, est Ron somebody who DeSantis. has Pour les a lot of républicains, the c'est un conservative candidat qui views, croit en de nombreuses opinions but conservatrices, without, mais sans without, comportement the déséquilibré. So that's Par what they're conséquent, putting il se their time and concentre attention on right actuellement now. sur The lui, challenge is mais le that défi est que DeSantis DeSantis never n'a really played aucune on expérience au international niveau stage. international ou au niveau des You don't États-Unis know dans if leur he's going to be ensemble. Ronald Reagan, Personne ne sait s'il or if he's deviendra going to comme be Ronald Reagan Scott ou Walker, comme Scott or, Walker a ou l'ancien gouverneur de Jeb Floride, Bush, Jeb who Bush, was a very qui good était governor, un excellent but dirigeant, couldn't mais translate qui that n'a pas into, réussi à traduire sa compétence au niveau américain dans son ensemble. Ceci est le côté obscur de DeSantis à l'heure actuelle, mais les démocrates ont vraiment besoin de Donald Trump comme candidat républicain car ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir au cours des 5 dernières années pour le délégitimer et trouver des moyens de ternir son image. Par conséquent, politiquement, Trump est un problème lors des élections primaires pour le Parti républicain. Ils ne veulent pas d'un candidat octogénaire, d'autant plus qu'il implique tout le temps un certain nombre de comportements imprévisibles. Unknown to the process the whole time. Your thoughts, Crystal, on what Mark Crystal, just que pensez-vous said? de ce que Marc vient de dire? Si on suppose que Joe Biden est candidat, Assuming Biden's the nominee, qui pensez-vous right? qu'il préférait affronter du Who does he côté most wanna républicain? run against? DeSantis ou Trump? DeSantis or Trump? Trump. Trump, d'abord parce qu'il a déjà un background autour de lui et qu'il a déjà gagné. Répéter un tel scénario sera une source de fierté pour lui et je pense que le président Biden veut affronter Trump, ce qui réfutera tous les mensonges sur la crédibilité des élections passées. Autre chose, pourquoi cherchez-vous un concurrent que vous ne connaissez pas quand vous avez l'occasion de confronter quelqu'un dont vous avez étudié les méthodes auparavant. En revanche, on parle de DeSantis à travers ce qui est publié. Bien qu'on ne connaisse pas assez bien son style de candidat au niveau national, il peut être capable de mobiliser la popularité comme d'autres l'ont fait et créer ainsi des problèmes à Biden. Mais Trump reste une cible facile pour le renverser par les gauchistes du Parti républicain. De plus, Trump peut lui inciter les démocrates à voter en abondance. Trump is great at motivating the Democratic Got it. base Got to it. turn out. Quick question for you, Mark. Une brève question pour vous, Marc. Let's assume that DeSantis Imaginons beats Trump. que DeSantis batte Trump aux primaires et devienne le candidat républicain. Is it possible Serait-il possible dans ce cas que Trump se maintienne dans la course à la Maison-Blanche à travers un troisième parti? and Et what quel impact does that effet have cela aurait-il on sur the ces élections? So I think Trump will kind of float that out there. He's not going to support the nominee unless he's the nominee. Je crois que Donald Trump ne soutiendra aucun candidat qui remporte l'investiture républicaine, à moins qu'il ne soit le candidat. Donc, il pourrait le faire, mais l'histoire de la candidature par le biais d'un tiers parti est très négative, à l'exception de la tentative de Ross Perot de marquer plus de 10% en 1992. Cela pourrait arriver, mais je pense que DeSantis devrait prendre le relais en tant que plus grand rival. Il doit renforcer ses bases au sein du Parti républicain et il s'en sort bien jusqu'à présent. Il tente d'apparaître comme un dirigeant des États-Unis à travers son rôle de gouverneur du troisième plus grand État avec des activités qui peuvent se traduire au niveau américain. D'ailleurs, il a écrit un livre qui est devenu
en best-seller. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est arriver à un point où les électeurs des primaires et des caucus des États sont convaincus de son expérience en tant que nouveau chef et de son soutien à des idées telles que les juges conservateurs de la Cour suprême, les réductions d'impôts et la réglementation économique. I like a conservative Supreme Court. I like lower taxes, less regulation, but I want somebody new. Okay. Crystal, let's imagine that Crystal, President Biden does not run. Imaginons que le président Biden décide de ne pas se présenter ou qu'il doive se retirer pour des raisons de santé. Et franchement, je pense que ce n'est pas aussi improbable. Two questions for you. J'ai deux questions pour vous. Among the Democrats Dans ce cas, selon vous, qui parmi les démocrates has the best a le chance of plus winning de the chances de gagner le ticket du parti? nomination? And a second and different question is, Et qui a le plus who de among the chances de Democrats battre has le the candidat best chance of républicain? defeating, the Republican nominee? Those are both tough questions. If Biden doesn't run, Vice President Kamala Harris is the obvious answer in terms of who would be. Ce sont deux questions très difficiles. Si Biden ne se présente pas, alors son adjointe, Kamala Harris, est la successeur logique, même si je pense qu'un nombre important de membres du parti se présenteront si le président se retire. Compte tenu de la situation politique et du conflit entre les deux partis, de nombreux démocrates n'hésiteront pas à rivaliser avec Kamala Harris, comme l'actuel secrétaire au transport, Pete Buttigieg. Il y a quelques gouverneurs et sénateurs qui pourraient aussi exprimer leur désir. Aucun d'entre eux ne l'a exprimé explicitement, mais je soupçonne que certains d'entre eux aimeraient le faire. La question est de savoir maintenant s'ils peuvent vaincre Trump ou DeSantis. C'est difficile à prévoir et encore une fois, je confirme que Biden a l'expérience en raison de son histoire de campagne et parce qu'il est un vétéran de Washington. Et je pense que la question ne sera pas vraiment soulevée puisque Biden sera définitivement le candidat. And nobody's going to talk about it in polite circles because, as far as everyone's concerned, Biden is running again and he's the guy. Well, I agree with you that of all the Democrats, Biden has the best Je chance suis of d'accord defeating, avec vous sur le fait que le plus susceptible de vaincre face au candidat républicain reste le président Biden. Et pour les démocrates, je dis que vous devriez vraiment lui souhaiter une bonne santé. Passons maintenant aux questions internationales. Normalement, nous passons beaucoup de temps dans le cadre de cette émission à parler d'affaires internationales. La Chine, la Russie, l'Ukraine, l'Afrique, le Moyen-Orient sont certainement les sujets qui intéressent le plus nos téléspectateurs. Alors je vais vous demander à tous les deux maintenant si l'électeur américain se soucie vraiment de ces questions de politique étrangère et si celles-ci ont un impact sur les présidentielles. Je commence par vous, Marc. Écoutez, les électeurs américains ont tendance à se concentrer sur les questions locales et ne s'intéressent généralement pas à la politique étrangère, à moins qu'une puissance américaine ne soit impliquée dans une guerre au-delà des frontières. Par conséquent, je pense que les Américains se concentreront sur l'extérieur des États-Unis, uniquement sur la Chine, car le président Trump et les démocrates ont passé longtemps à critiquer la Chine comme étant l'adversaire des États-Unis. Alors l'intérêt pour la politique étrangère se concentrera sur les relations avec la Chine et la Russie, surtout que Moscou a mené des activités avant les élections présidentielles américaines en 2016, y compris des campagnes de désinformation et des tentatives de délégitimation du déroulement des élections américaines, mais je ne pense pas que cela jouera un rôle majeur qui obscurcira l'intérêt des Américains pour les affaires internes des élections. Got it. Okay, Crystal. Crystal, l'immigration est devenue un enjeu politique majeur aux États-Unis. C'est un sujet qui préoccupe également nos téléspectateurs au Maroc, parce que le Maroc est considéré comme un modèle en matière de gestion des problèmes de migration. Pouvez-vous nous en parler en tant qu'experte en politique internationale et par rapport au suivi de ces élections? I think for the coming presidential elections, it will continue to be an issue. Alors, je crois que la question d'immigration dans les prochaines élections sera précisément une carte majeure à jouer. Malheureusement, ici aux États-Unis, ces questions sont parfois utilisées pour enflammer ou irriter la rue.
Cette méthode diffère de ce qui se passe dans d'autres pays qui se concentrent plutôt sur la recherche de solutions à la question de l'immigration, alors que nous l'utilisons comme une carte de division politique. J'espère que nous irons au-delà de cette tradition, même si je ne la vois pas vraiment évoluer vers cela. J'espère que ça ira mieux. Doesn't seem to be moving us in that direction, but Okay. hope Okay. springs eternal. Lots to think about from today's show. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Il y a beaucoup à retenir de l'épisode d'aujourd'hui. On conviendra tout d'abord que notre système électoral est assez cryptique, y compris pour le citoyen américain. Que dire alors pour les étrangers qui ne maîtrisent pas toute la complexité de son fonctionnement? Je suis sûr que nous aurons encore beaucoup à dire sur les prochaines élections. Il reste encore 20 mois, beaucoup de choses se passeront durant cette période et nous devons faire attention aux questions suivantes. Sur le volet judiciaire, tout d'abord, l'ancien président Trump sera-t-il poursuivi au pénal? Nous verrons aussi, comme l'a souligné notre invité, si le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, parvient à s'imposer au niveau national. Il nous faudra enfin suivre l'état de santé du président Biden et son bilan politique, notamment dans la gestion de la crise bancaire, ce qui devrait peser sur sa capacité à se lancer dans la bataille présidentielle. Je tiens à remercier nos deux invités, Mark Feifley et Crystal Patterson. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.